Cell, Oui. c'est Lord Final Warfare. On C'est s'y colle? maintenant on rage. C'est maintenant qu'on rage ou on attend la vidéo de review? Attends la review, attends la review. Là, pour Ok. l'instant, on marathon. Ouais. Là on est lundi au moment où on enregistre cette vidéo et Alex va essayer de la sortir avant Dawn of Battle, qui va pas être évident. Donc peut-être que vous aurez les pronos de Dawn of Battle après Dawn of Battle. Et le premier qui se plaint ira voir la direction de PEW. Ouais. Vous avez qu'à nous donner les trucs avant. Bon bref, bienvenue pour cette vidéo pronostic de Dawn of Battle et Final Warfare. On y est, le plus gros show de l'année, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va être très Beaucoup. cool. Je sais pas toi Alex, mais j'avais peur à la sortie du Rumble. Oui, oui. Ça va un peu mieux. Bah, on en a parlé assez longuement finalement dans la review du Rumble. Le Hmm, Final Warfare, qui sur le papier commençait à nous faire flipper, ouais, t'as raison. hmm. Moi finalement, je vois la carte là. Putain, j'ai hâte. Moi aussi j'ai hâte. Mais c'est terrible à quel point l'affiche des main events me hype pas, mais pourtant le reste de la carte me hype. Les main event, t'as pas? Ah, surtout un. Bah allez, on va parler de ça On plus va, tard. on D'abord, va on va commencer par commencer. Dawn of Battle. Oui, parce que pour changer cette année, petite nouveauté, un peu nouveau, parce que finalement 2 jours de show c'était pas assez. On a un espèce de nouveau show, un pré-show, un mini pay-per-view pour les oubliés finalement, comme de Final Warfare, hein, ça arrive. Alors, De... ouais. Oui, C'est pour les oubliés et les nouveaux aussi. c'est ça. Comme ça, tout le monde peut profiter. Hein. Ça devient une grande semaine, une grande fête cette semaine de Final Warfare. Dawn for Battle. Et comment vous dire, on va passer rapidement. Ouais, il y a beaucoup trop de matchs, il y a beaucoup de choses à dire sur pas mal de matchs qui vont, donc on va aller vite. On va aller On va vite. aller On, vite. on va aller voir par match, mais Hmm. match pronostic, je te propose ça. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a même pas de visuel. Hein. Donc, normalement, vous avez notre Ouais, il y a même tronche pas en de visuel. grand. Vous avez notre tronche en grand, j'espère que vous appréciez. On se réduira lors de Fire Part. Bon, premier match, on aura un Fatal 4-Way pour le Hardcore Trophy, hein, trophée qui a été inauguré cette année, gagné par Damian Keller. Elvet Sidré a décidé de relancer la chose. Cette fois, c'est un cinématique match. Ça, Quoi que j'ai ça hâte veuille de voir ce dire. que ça donnait. Ah, Bah, en fait, quoi que ça veuille dire, c'est simple. Cinématique match, c'est, je sais pas si tu te souviens, pendant l'ère Covid Thunderdome, c'est AJ Styles contre l'Undertaker. Je sais exactement ce que c'est. C'est John Cena contre Bray Wyatt. C'est ce genre de match. Pour ceux Je- qui ont un peu plus de rêves, c'est tout ce qui est autour des Hardy Boys et compagnie. Enfin bref, ça va sortir d'un cerveau d'un détraqué. Je sais pas lequel, Je crois que j'ai mais mon j'ai hâte idée. de voir. On a du J'en coup. aurais, à Oui, titre personnel, j'en aurais tellement eu rien à foutre. Mais vu qu'il y a ce petit truc là, ce cinématique là, je suis en mode ah ah curieux. voilà. On a du coup dans l'eau deux nouveaux et deux, comment dire, Un peu moins nouveau. ouais, un peu moins Enfin, nouveaux, un peu plus un oubliés. peu moins nouveau et un retour. Oui, 26e retour. Un long time jobber qui redevient un petit peu qui redevient un petit peu actif et qui cherche à faire des choses. C'est ça. On a Wade Lincoln, John T. Cooper, Jackson Reed et Sam Sinister. Et j'ai dit, on va vite aller sur le prono. Je vais te dire tout de suite. Moi, je suis pour John T. Cooper. Pour Wade va le gagner. Pour moi, c'est celui qui est le plus. Comment dire, qui a eu l'arrivée la plus remarquée sur le Ouais, 4, pour moi l'avenir le plus brillant. Donc je pense qu'il va ouais. gagner le trophée. Ah, ça m'emmerde parce que t'as le même prono que moi. Euh... Ah bah, Bon bah écoute, on aura le même prono tous les deux. C'est aussi oui, il fait des choses pour ses débuts. Pour l'instant, il a rien gagné de significatif. Enfin, il a raté son shot pour la bague de Mignon, c'est plutôt ça qu'il faut dire, parce que voilà, c'est un nom qui est assez récent. Ça pourrait être, ça pourrait être un petit truc de bien pour lancer sa carrière. Moi, je trouve ça très cool que ça devienne que le trophée soit un trophée qu'on voit de temps en temps. Certains ont fait la réflexion que Keller était pas dans le match. oui.
Oh, sérieusement, bon Franchement, bah c'est un trophée qui se gagne une fois, c'est pas un truc que tu gardes et que tu prends avec toi. c'est ça, dans ce cas-là, autant C'est faire un pas titre, choquant. et un titre de plus, ça apporterait pas grand-chose. Ouais, J'aime bien ce format c'est pas trophée, choquant. finalement. Ouais, moi aussi. Voilà. On continue avec un Bang Styles Rules match. Arthur Monchi, tout fraîchement membre du nouveau Purity, en tout cas tout fraîchement associé à David Majors, va affronter Tama Tifa, qui va du coup c'est son match, hein, Bang Style. Qu'est-ce qu'on en dit, celle? Eh bien, moi je parie justement sur mon chi. Ouais, Parce vraiment. qu'il y a ce nouveau truc avec David Majors, avec leur tour de Purity. Donc, j'ai envie de dire victoire d'Arthur Monchi. Et bah on va être sur la même longueur d'onde encore une fois, hein. Pareil, Monchi. Ça durera L'association pas, est vous toute, inquiétez pas. l'association est toute fraîche. J'espère que ça va continuer. Moi j'aime beaucoup l'idée. Ah, j'aime bien le fait qu'on a un retour de Purity. Ouais, Je j'adore suis Purity. content pour ça. Troisième match, Billy Silverstein affronte Warren Richie, aucune stipulation. Billy, Billy, si tu regardes cette vidéo, sache que je t'aime de tout mon cœur et que je te supporterai durant tout ce match. Je vote pour Billy, évidemment. D'accord. Des arguments? Non. 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 Et toi, tu votes pour qui? Et je suis absolument pas en train de te menacer. Moi, je ne voterai pas puisque je vais booker ce match, donc je ne je vais pas faire de pronostic sur le match que je Ah, book. pardon, je me tais. Parce que, bien évidemment, en tant que booker, on ne vote pas pour un match qu'on book, quoi, mais que ce soit vrai ou faux. Bien sûr, bien Personne sûr. fait ça. Personne fait ça, n'est-ce pas? Ah, personne. Quatrième match, le match avec peut-être le plus en jeu de la soirée. Aspirant Oui. numéro 1 pour le titre intercontinental, Evan Derek va affronter Rena Kobashi, qui va affronter Takahashi Oshikawa. Triple threat, donc. Et le gagnant ira chercher le champion intercontinental après le PPV, que ce soit Ryan Parks ou Morgan Hyde. Mais ça, on en parlera plus tard. Et je plus aucune foi en Takahashi. Il a plein d'opportunités, tout le temps, il fait rien. J'avoue que là, voilà. Donc pour moi, ça sera pas Taka. Et quitte à essayer de faire un pronostic, bah, je vais pas mettre mon pronostic sur Evan Derek. Ouais, bah, pareil, Takahashi Oshikawa, moi j'adore. J'adorais tellement son catch au Ah mais oui, début. Je moi me souviens aussi. de super matchs. Mais il Mais fait que de alors, perdre. ouais, c'est terrible. Et Rena Kobashi aussi, hein, je commence à perdre la foi. Les Hmm. Japonais en ce moment, la PW, ça a pas la cote, hein. Evan Derek, je Evan suis avec Derek. toi. Il va gagner le Allez. match. Encore un nouveau dans une course au titre. C'est jamais, ça fait jamais de mal. Main event. Sadak contre David Major contre Chris Match. Alors, comment ils ont appelé ça? C'est un triple set pour le honorifique Dawn of Battle Championship. Donc, pareil, ça va être un titre qui va se défendre tous les ans à Dawn of Battle. J'ai envie d'espérer qu'ils vont le mettre sur Major. Ouais. Ouais. On peut aussi appeler ce match, hein, on a vu plus de place sur la carte. En même temps, quand tu vois la carte, elle est fournie. Hein. Ah ouais, vraiment. Elle est fournie, cette carte, oh la vache. Alors ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est des bons noms. Il y a Sadak qui vient de revenir, il y a Major, c'est toujours intéressant, et il y a Chris Match. Ah, puis Major, c'est comme s'il venait de revenir aussi. Ouais, vraiment. Moi, les trois noms ils peuvent gagner. En vrai, je suis pas à 100% sûr sur ce que je vais dire. Mais je vais penser qu'ils vont pas continuer de foirer le retour de Sadak. Et je vais dire qu'ils gagnent ce match. Arrête, ils n'ont pas raté le retour de Sadak. Il a battu Wayne. Il a battu les Blue Dude avec ce qu'on a fait ce match. Oui, et après, il a absolument rien fait pour le moment. Donc, c'est le moment. C'est vrai. Peut-être le retour de Sadak en solo qui se passe bien. Je vais dire qu'il va gagner ce match. Il a fallu attendre le 4ème match pour qu'on soit pas d'accord sur un pronostic. Félicitations. Et on conclut là-dessus. Dawn for Battle. Voilà, donc ça aurait été relativement rapide. Mais bon, bah, Merci. c'est normal. Bon Dieu. C'est normal parce que on a beaucoup de choses à dire. Et là, rien que le premier match de la carte de Final Four. Est-ce que c'est pas le match où il y a le plus de choses à dire? Ouh, je serais pas étonné. Bon, allez. Oh la vache. Faisons ça proprement. On attaque Final Warfare la nuit 1. Et pour attaquer la nuit 1, on va commencer sur l'un des matchs avec la construction la plus fournie et surprenante, j'ai envie de dire, de la carte. Fatal Foray pour le titre Gift to the Hell.
Tyson Lewis, Fergal Egan, Florian Roy, Sam Corwell. Celle, j'ai envie de te dire, est-ce que l'issue de ce match pourrait pas déterminer complètement l'issue de Final Warfare? Bah, moi, je vais malheureux. Alors, je vais un petit peu spoiler ce que je vais dire pour le main event de la nuit 2. Oui. Celui qui gagne ce match sort avec le titre mondial. J'ai aucun putain de suspense à titre personnel sur les main events. Pour moi, que ça soit Sam, Fergal, Lewis, Flo, les 4 ils cash in sur le main event de la nuit 2. Ok, Fergal, d'accord. Fergal target Walton depuis le début. Lewis target Walton depuis le début. Florian target Walton depuis le début. Et Sam Corwell, c'est littéralement les 2 gars qui lui ont fait perdre 6 mois de carrière. C'est vrai. Même si Sokolov a essayé de s'excuser, il a envoyé Sam à la retraite. Pour moi, Corwell, si c'est Corwell qui sort avec le titre, il cash in pas sur Basim Hunter. Il va cash in sur ces deux-là. Moi, je pars de ce principe-là. Celui qui gagne ce match sort de Final Warfare avec le titre. Est-ce que je fais pas un récap de toute la construction de cette rivalité? Écoute-moi, vas-y. Ok. À toi. Je t'écoute. Cette rivalité commence il y a quasiment un an avec le début de la Mountain Cup. Enfin, en réalité même un petit peu avant, mais on va se remettre dans ces préparations de la Mountain Cup. Tyson Lewis est un petit peu le chouchou entre gros guillemets là où Fergal Egal est champion du monde. La Mountain Cup arrive, Tyson Lewis est dans la Mountain Cup et il va tranquillement monter jusqu'en finale de cette Mountain Cup. Et arrive un problème. Comment tu gères ta Death avec un potentiel Lewis qui a une opportunité qu'il va pouvoir utiliser à n'importe quel moment et Fergal en tant que World Champ? Forcément, il y a potentiellement un problème. Et c'est pour ça que Davis va mettre un énorme coup de pute à un peu tout le monde dans la fédération en prenant la place de Lewis dans la Mountain Cup, dans la finale à Top of the Mountain. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une notion de je peux pas le handle, je vais pas pouvoir le contrôler, du coup je prends sa place en tout cas. Tom Davis prend les devants et prend la place de Lewis dans la Mountain Cup, faisant un petit peu la trahison de Tom Davis sur Tyson Lewis. Au final, tout ceci n'aura pas forcément servi à grand chose, puisque finalement Fergal Egan qui était World Champ et qui voyait potentiellement d'un mauvais oeil le petit Lewis, mais en même temps, bon, de mémoire, les relations entre les deux se passaient étaient relativement cordiales à ce moment-là. Fergal Egan va perdre son titre de champion du monde contre Morgan Hyde de son côté, et Tyson Lewis sera donc booté de death. C'est le premier acte de cette histoire. Le premier acte de cette histoire, et c'est à ce moment-là qu'arrive un certain Florian Roy, puisque Florian Roy, c'est du coup un petit peu c'est l'un des leaders de Ovanation qui est du coup en train de se monter contre Death, donc contre Lewis dans un premier temps, mais Lewis s'est fait jarter, mais surtout contre Fergal Egan et Tom Davis. Fergal Egan va se retrouver à chercher les titres de Morgan Hyde pour se venger, les titres par équipe. Morgan était en équipe avec Matt Storm. Au final, l'équipe va se changer en Morgan et Florian Roy. C'est là que ce dernier rentre en scène pour affronter Lex Sparks et Fergal Egan. Premier acte de l'arrivée de Florian dans cette rivalité, et Florian va tout simplement battre Fergal Egan dans ce match tag avec l'aide de Morgan contre Fergal et Lex pour devenir champion par équipe à Rising War. Pendant ce temps-là, Lewis va du coup rejoindre par défaut Ovanation. C'est un petit peu il se bat avec Ovanation mais n'est pas dans Ovanation et va remporter son match puisqu'il va être dans le match par équipe à 5 du côté de Revolution Rising War. Du côté de Rising War, et va du coup battre Death. C'est la fin de cette espèce de premier acte où ces trois gaillards vont un petit peu se croiser, se juger, un petit peu directement, indirectement. Mais c'est à partir de l'après Rising War et l'après Ovanation Death que ça va exploser. Fergal
là encore, a encore le seum de fou d'avoir encore perdu, et encore une fois contre Morgan Hyde, sauf qu'il y a un deuxième nom qui va s'ajouter à la liste, et ce nom c'est Florian Roy. En plus de Morgan du coup, dont il veut se venger, et Tyson Lewis va se ramener dans la construction post-final, post-Revolution... Waouh, je veux dire Revolution Night à la place de... 1, 2, 3. Tyson Lewis va aussi se ramener dans cette construction-là, puisqu'il va du coup provoquer un petit peu tout le monde, et notamment Fergal Egal. Fergal Egan va vouloir aller chercher le match de le titre de Jack Walton. Tyson Lewis va choper contre Florian Roy son opportunité dans le même chamber que du coup Fergal, et tout ce beau monde va s'affronter. Florian Roy, on le met un peu de côté, division par équipe pour le moment. Arrive du coup le match du Devil Chamber. Pendant des semaines, Lewis et Fergal vont par promo interposé tout en attaquant Jack Walton, et les autres membres du match vont pas se lâcher. Ce qui va créer une espèce de tension entre ces deux-là, qui va monter. Et malheureusement pour les deux, eh bien, les deux échoueront dans leur quête, et Jack Walton conservera le titre. Mais les graines sont plantées, la lutte va s'intensifier avec le temps, et les deux ne vont tout simplement pas se lâcher. Fergal, après sa double défaite contre Morgan Hyde, la défaite de Death, devient extrêmement colérique, impulsif. Et là où on connaissait un Fergal Egan plus subtil, un petit peu plus dominant, notamment dans toutes ses promos, on va retrouver un Fergal très différent après ces différentes défaites, un Fergal très imbu de lui-même mais hypocrite, allant jusqu'à cracher à la gueule du système qu'il a créé lui-même, et c'est quelque chose vont beaucoup appuyer les deux loustiques que sont Florian et Lewis. Et Florian et Lewis vont l'attaquer d'ailleurs sur le même aspect, mais de manière très différente. L'un pour le traiter de has-been et pour le rabaisser, c'est plus le côté de Lewis. Alors du côté de Florian, c'est plus pour... J'ai pas envie de dire un wake-up call, mais il y a plus ce côté déception de ce que devient Fergal, et aussi pour le traiter d'has-been au final. Sur ce point-là, ils se rejoignent. Arrive aussi le Scramble match, et un facteur extérieur au show qui s'appelle Espalier derrière. Est-ce que... Alors, Florian et Espalier derrière sont ensemble. Fergal Egal, pendant toute la période de Death, s'amuse à essayer de déstabiliser Morgan et par extension Florian. Et l'une des stratagèmes que Fergal va utiliser, ça va être de se rapprocher d'Espalia, donc la meuf de Florian et l'amie de Morgan. Et ça va avoir pour conséquence de... Bah, ça flop, ça sert un peu à rien, mais les deux sont quand même vachement proches, même après la guerre, et au final, bah, ils deviennent potes. C'était vraiment dans le bingo de personne, pour reprendre l'expression de certains. Oui. Florian et Espalia, ça se passe pas super bien. Florian et Espalia, ça casse. Et c'est à ce moment-là que Fergal décide d'aller vouer sa flamme à Espalia et de lui demander de sortir avec. Ok. Rajoutons un petit peu de ça là-dedans. Florian et Morgan sont dans leur règne par équipe. Ils se font grave chier. Pendant 3 mois, ils ont personne. Mais absolument personne. C'est pour ça qu'ils vont s'amuser à tirer sur littéralement tout le roster pour essayer d'avoir de l'attention. Ça va vachement bien marcher. Une line va marcher en particulier pour cette rivalité, c'est tout simplement quand il va dire à Fergal Egan de ramener sa salope pour faire équipe avec. Personne ne sait à ce moment-là que Fergal et Espalia sont ensemble, à part Florian, Sam et peut-être Morgan. Donc c'est quelque chose qui est une attaque qui est sur le papier, sous le radar de tout le monde, mais pour les concernés, ça match.
Et pour les concernés, ça a trop matché puisque Fergal Egan va tout simplement, dans la semaine, dévoiler au grand public par la vidéo d'un fan que en fait les deux sont ensemble. Et ça devient une affaire publique. Et du coup, tout le monde sait que en fait, la salope que Florian a traité, en fait, la personne que Florian a traité de salope, en réalité, c'est Espalia. À partir de ce moment-là, ces trois se lâcheront plus, puisque Tyson est toujours sur les côtes de Fergal en train de lui dire H24 à quel point il est has-been et que c'est une merde. Florian et Fergal, au final, il y a du bif. Le bif devient, c'est plus juste du catch, le bif devient très perso entre ces trois-là, entre ces deux-là. Et ça va aller jusqu'à... Alors j'allais dire le Rumble, mais non. Même pas. Ça va passer le Rumble. Au final, les trois vont à peine se croiser dans le Rumble. Bon, en même temps, la construction du Rumble, voilà, on n'en parlera pas. Et ça va arriver jusqu'au moment où Tyson Lewis devient champion. Give to the L. Et va continuer de trash talk Fergal. Et Florian, il voit que sa chance pour aller à Final Warfare est en train de s'effacer. Surtout avec l'annonce de Dawn of Battle. Pour Florian, ça serait une honte, ça serait un échec d'aller à Dawn of Battle. Du coup, il faut impérativement que Florian il aille à Final Warfare. Et du coup, il va en remettre une couche sur Fergal. Parce que quand même, ce que devient Fergal... Et là, vous êtes en train de vous dire, ça fait 5 minutes que je parle et j'ai toujours pas évoqué le quatrième lascar du match. Bref, c'est personnel entre ces trois-là. Florian est en train de target Fergal dans l'objectif d'avoir un contre 1 contre lui à Final Warfare. Fergal s'en prend plein la gueule de Florian et de Lewis. Mais Lewis, il a un titre. Et Lewis, il a besoin d'un challenger. Et c'est de lui-même que Lewis va aller chercher un challenger en particulier. Et ce challenger sera Sam Corwell. Sam Corwell, c'est un personnage qui est secondaire dans l'histoire des trois, mais qui en est très proche en même temps. Car forcément, c'est quelqu'un qui va suivre toute la guerre de Ovanation, qui a un passé énorme avec Fergal Egan. On le rappelle, mine de rien, que ils étaient à Final Warfare dans le main event de la nuit 2, les deux. C'est littéralement le main event de l'année dernière. C'est littéralement le main event de l'année dernière. Donc les deux, ils ont un sacré bif qui date de... Il y a longtemps, ça s'était tassé forcément, Sam était plus là. Et Sam est de retour et de base, il n'était pas censé forcément se rapprocher de cela. Surtout que les trois lascars sont à RN et Sam est à AZ. Donc au final, Sam il n'a quasiment pas interagi avec tout le monde. Mais le Give to the L, c'est Interbrand. Ce qui fait que Lewis va chercher Sam. Pourquoi il va chercher Sam? Alors ça, c'est moi qui lis entre les lignes. Mais je suppose que Lewis va chercher Sam, parce que comme il le dit, Sam, c'est celui qui a encore... doit être le gars qui a jamais tourné de la Fédé. C'est, à mon avis, une pique détournée pour Florian et pour Fergal, mais surtout pour Morgan Hyde, qui était sa némésis des dernières semaines. Mais en plus d'être un pick pour potentiellement quelques personnes dans le roster, c'est aussi un choix logique. Lewis, c'est l'opportuniste. Lewis, c'est l'ancien Florian Roy. J'aime bien cette comparaison, ça me fait rire. Il y a aussi ça à rajouter. Lewis, c'est littéralement le Florian Roy d'Easy Win. Et du coup, Lewis, c'est l'opportuniste ultime. Et avec Sam Corwell, normalement, Sam Corwell ne trichera pas. Normalement, Sam Corwell, c'est quelqu'un qui devrait pouvoir à peu près anticiper. Il devrait pas normalement sortir de son catch. C'est le babyface. C'est le gentil ultime. Pourquoi je vois venir? Donc c'est pour ça, dans l'esprit de Lewis, c'est potentiellement un choix très smart d'avoir Sam Corwell. Parce que oui, Sam Corwell, c'est quelqu'un de fort. C'est un vrai challenge pour lui. Mais c'est quelqu'un qui devrait pouvoir handle. Sauf que Lewis... Et en plus, ah oui, il y a un autre point. Et Lewis, dans sa tête, il est déjà champion du monde, Lewis. Et Lewis, il a aussi cette espèce de petite manie qui arrive depuis ces dernières semaines, que ce soit backstage ou que ce soit en show. Il essaye de se faire un peu plus gentil qu'il ne l'est vraiment, pour anticiper comment son règne va se passer. C'est pas moi qui invente, c'est littéralement le roleplay de Lewis. Il se voit tellement déjà champion du monde qu'il essaye d'aller féliciter Alex Grant et Chris Libra après leur incroyable win au Scramble, où il va aller chercher à se dire, regardez, je donne l'opportunité à Corwell, parce que Corwell, il le mérite. C'est fantastique.
C'est fantastique. J'adore ce petit truc. Mais du coup, voilà. Donc pour ça, Lewis. Sauf que pour Fergal... Sauf que en même temps, Lewis, il continue d'aller trash talk Fergal, d'aller trash talk Florian, même si Florian, il lui rend pas... Florian, il l'ignore complètement. D'aller trash talk Morgan, d'aller trash talk un peu tout le monde, en fait. Sauf que bah, Fergal, comme j'ai dit, c'est plus le même Fergal qu'avant. On est sur un Fergal extrêmement impulsif, extrêmement colérique. Et ça passe pas. Du coup, 2 semaines avant Final Warfare, Florian a un match contre Nolan Black. Parce que Florian, il est dans cette optique de prouver qu'on peut réussir à faire des choses sans passer par des chemins détournés. Donc maintenant, il veut chercher à avoir des matchs, etc. Il sort d'un match contre Nolan Black qui va gagner. Donnez-moi mon prochain adversaire. Fergal arrive, il lui pète sa gueule. Enfin non, je dis il lui pète sa gueule, mais même pas, c'est even. L'affrontement est even. Et même si, bon, ils sont très 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 vite séparés par la sécurité, je pense que Cavendish l'avait un peu vu venir. Je vais faire galer se ramener. Oui. Mais dans le même show, il y a Lewis qui est là, qui va parler. Bah Fergal, il va lui casser la gueule aussi, parce que c'est ce Fergal qui en a marre qu'on parle sur sa gueule. C'est ce Fergal qui dit qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, que ça l'atteint pas, et qui en même temps va attaquer tout le monde dès qu'on lui dit un truc sur lui et va le prendre ultra personnellement. C'est ce Fergal colérique, hypocrite, impulsif, et bah il va casser la gueule de Lewis. Backstage. Florian il est pas con. Florian il se ramène. Et ça tape dans l'œil de Cavendish qui fait j'en ai marre vous là. Le match il se transforme en un four-way avec vous 4. Pour moi, c'est le moment où la surarrogance de Lewis, c'est le moment qui lui fera perdre ce titre. Parce que pour moi, il ne gagnera pas. Mais la surarrogance de Lewis, c'est l'espèce de double jeu de Florian d'être le héros de l'histoire, mais en même temps continue d'aller trigger un petit peu le Fergal défaillant là-bas. Fait que du coup, on a ce match-là, à 4. Et la personne qui se retrouve foulée dans toute cette histoire, c'est bien évidemment Sam Corwell, qui se retrouve d'un 1v1 prévisible entre guillemets, parce que bon bah c'est toujours plus simple de préparer un 1 contre un catcheur que forcément un Fatal 4-Way où du coup t'as plus de DQ, où tu peux faire, tout le monde peut faire un petit peu ce que tu veux et puis t'as 3 adversaires à gérer en même temps. Donc forcément celui qui se fait avoir dans l'histoire c'est Sam Corwell, qui va se retrouver lésé, qui passe à 1 contre 1 pour le titre qui pourrait enfin lui apporter le titre World derrière lequel il chasse depuis un sacré bout de temps. Voilà. Au final, ça arrive. Et ça sera contre Fergal, qu'il déteste, contre Lewis, qu'il déteste aussi, et contre Florian. Et même entre Sam et Florian, en fait, c'est simple. Tous les participants se détestent. Ceux qui se détestent le moins, c'est Sam et Florian. Et c'est pas pour autant qu'ils vont s'allier dans le match. Ouais. On a vraiment... Voilà donc, en très grand, l'histoire de ce match. Ah. Clément. Écoute, je t'annonce pour ton plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir des viewers, tout ce que tu as rajouté, ce ne sera pas, je n'y toucherai pas. Ce sera gardé entier, d'origine. Fais peut-être des cuts. T'inquiète pas, c'est pas le seul match où j'ai prévu de faire ça. Oh purée. En tout cas, merci, Marcel. J'aurais jamais pu faire mieux. De rien, c'est pas pour rien que je représente Austin dans le rôle de pouvoir raconter ce qui s'est passé dans les shows. Vous l'avez entendu, ce match a du baggage. Celui qu'on a le plus de toute la construction. Va y avoir, oh oui, je pense. Oui. Va y avoir beaucoup de choses. Et au milieu de tout ça, il y a Sam. Non mais même Sam, Sam, il a beaucoup de trucs à raconter. Concrètement, c'est celui qui est le plus en retrait parce que les trois sont les uns sur les autres depuis X temps. Mais Sam, il a beaucoup de trucs à raconter avec les trois. Hein. Ah oui. Il est pas là. T'as l'impression que la construction fait qu'il est là par hasard, mais c'est pas le cas. Il est pas là par hasard. Par contre, moi, ce que je pense très fort, c'est que c'est le seul qui est là, surtout pour le Gift to the Hell. Non, Florian Roy aussi. Florian Roy, il chassait un match à Final Warfare. Tyson Lewis, il chasse le titre mondial. Fergal Egan, il chasse tout ce qui l'emmerde. Non, et Lewis, il est là pour le Gift aussi. Hein. De base, il voulait cash-in, il veut cash-in, il voulait un match lisible, facile, ça c'est mon interprétation, je le vois comme ça. Mais il voulait attaquer les autres tout en ayant un match lisible et facile. Il vient aussi pour le Gift. Hein. Il est là pour le Gift.
Lewis, il est pas trop là pour régler des comptes sur le papier. Il hein, est je pas pense. pour régler des comptes, mais Lewis, il se voit champion du monde, tu l'as dit toi-même. Oui. Lewis, il est là pour son cash-in. Alors moi, du coup, je vais me lancer, je vais pronostiquer. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les matchs comme ça, où il y a du baggage, c'est que c'est celui qui semble, sur le papier, avoir le moins d'histoire, qui va finalement ressortir avec le titre. C'est mon pronostic. Alors, Sam Correll, déjà pour la deuxième... Il y a de l'histoire, hein. Déjà, pour la deuxième année il va se taper contre Fergal Egan. Florian Roy, voilà, la relation, elle est dense entre les deux. Et Tyson Lewis, de toute façon, tout le monde le déteste. Donc, voilà, tout le monde a de la motivation. Mais Sam, pour moi, est clairement le plus concentré sur le Gift to the Hell et sûrement le Gift to the Hell. Et donc, je pense qu'il va juste repartir avec le titre. Peu importe hein, s'il s'est fait niquer, s'il n'y a pas de DQ. Sam Corwell, c'est un ancien champion à corps. Quand on change les règles, quand il n'y a pas de DQ, il sait faire. Et est-ce que c'est le moment? Est-ce que Sam, il va enfin avoir... Sam, il a tout tenté pour gagner le titre mondial. Le Gift to the Hell, c'était la seule fois encore qu'il n'a pas tenté. Je pense qu'il va au moins avoir sa chance avec le Gift to the Hell. Et après, tout sera une question de est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il est fait pour être champion du monde ou pas? Parce que si ça passe pas avec le Gift to the Hell, ça passera jamais. Bah, moi je suis pas d'accord sur le point que c'est le seul qui est focus sur le titre. Pour moi, Florian et Tyson, ils sont tous les deux focus sur le titre. Florian, c'est pas le genre de gars qui... Enfin, en fait, c'est l'opportuniste ultime et l'ancien opportuniste ultime. Ils savent ce pourquoi ils sont là, ils savent comment ils ont fait pour en arriver là. Pour moi, les deux, ils sont ultra focus. Le seul qui est peut-être pas focus sur le titre et plus sur rendre les comptes, c'est pour moi, il n'y a que Fergal qui est dans cette optique-là. Je vois ce que tu veux dire. Moi, mon prono... Alors, j'ai le droit de copium comme un connard. Vas-y. Bah, je prono... Pardon. Je prono Florian, bien sûr. Non, mais en vrai, Je comprends. ça fait complètement sens. C'est le moment de pull the trigger. Il a jamais été plus à son prime que maintenant, en vrai. Il a déjà perdu contre Lewis en 1v1. Ça pourra raconter quelque chose. Pour aller dans le Devil Chamber, ça pourra raconter quelque chose derrière. Mais pour moi, je vois difficilement le monde où c'est pas Florian ou Tyson qui ressort avec. En fait, la PW a un énorme problème. C'est toi qui l'avais évoqué lors de la review du Rumble, du Rumble, c'est la PW renouvelle pas son main event. Tyson et Florian, c'est aussi pour ça que je les vois repartir avec le titre. Désolé Sokolov, mais on en reparlera en détail plus tard. Je les vois tellement repartir avec le titre direct. Parce que c'est vraiment, enfin, on a des indices sur cette carte qui disent on va enfin construire quelque chose de nouveau. Pour moi, ça, c'en est le chemin. C'est que Tyson ou Florian va repartir avec le titre. Et bah, voilà, moi c'est une autorité publique. J'ai un problème avec Tyson. Le personnage mériterait, mais pour moi, Tyson Lewis, il faut pas qu'il y ait une... Je suis persuadé que Tyson, c'est un futur champion du monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a quelque chose qui doit se passer avant. Là, aujourd'hui, pour aujourd'hui, il y a un gros problème si Tyson ressort avec le titre maintenant. Avec le titre mondial, je parle. Oui. Même si je le vois pas, mais même si pour moi repartir avec le titre Gift, c'est repartir avec le titre mondial parce que peu importe lequel des quatre, je le vois pas rater le cash-in derrière. Ça, j'en parlerai dans le menu. Moi, je vote Florian. Et moi, Mais même si je serais très content que Sam gagne, et honnêtement, je serais très sceptique si Fergal gagne, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à raconter avec un Fergal complètement à l'ouest dans le match, et qui au final le perd. Fergal qui gagne, c'est vraiment moi aussi l'option que je vois le moins. Pas ce Fergal là, finalement. Pour moi, c'est pas Fergal qui devrait gagner. Et pour la PW, concrètement, c'est l'option que les gens voient le moins, puisque voilà, un seul vote pour Fergal Egan. Mais le favori du coup reste Tyson Woods, c'est normal. Le favori reste Lewis. Il a gagné le titre récemment. Et là où je trouverais aussi que c'est que si Tyson gagne, et ça c'est problème de construction, c'est que pendant toute la construction, Lewis n'a fait
toute la construction est pour Lewis. Quand tu regardes la construction avec Florian et Fergal, tout est pour Lewis tout le temps. Ça serait ultra rabaissant. Bah, notamment pour Florian, parce que Fergal, il est dans un mood qui est très particulier. Et Fergal, j'ai envie de dire que Fergal a besoin de perdre pour la construction de son personnage, soit pour s'enfoncer encore plus le dedans, soit pour rebondir et aller dans l'autre sens, soit pour rebondir mais pour envoyer chier tout le monde. Mais je sais pas si c'est clair, j'ai aucune idée de ce qu'il va Fergal. Mais je vois. autant Fergal, je vois bien perdre, mais Fergal, il en a pris plein la gueule dans la construction, il fait que de paumer. Florian aussi, il fait que de paumer. Là où Sam, il a un peu plus de momentum. Il y a tout un Final Four, il y a tout. Il est énorme ce match. Moi, tu me dis, dans 2 ans, ils sont tous champions du monde. Moi, je suis pas choqué. Ouverture du week-end. On pourrait pas faire mieux. Voilà, deuxième match, Alex. Ouais, deuxième match. Def, la guerre des créateurs de Def. Lens Austin affronte Tom Davis. Un match qui sort un peu de nulle part. Laisse-moi t'expliquer d'où ce match sort, Alex. Ah, pitié, oui, encore 5 minutes de build-up. Vas-y. Mesdames et messieurs, la PW a toujours eu de très grands antagonistes. On en a un dans ce match avec Tom Davis et ses nombreux clans, que ce soit Death, les Goat, les Rulers of World. On a toujours eu Matt Storm et son ego. On a eu Chris Smash, le mercenaire. On a eu Jack Walton en ce moment même. On a eu The Storm, parce qu'il fait 2m40, donc forcément c'est un grand antagoniste. Laissez-moi vous parler de Lens Austin. Lens Austin est potentiellement le premier énorme antagoniste de la PW. Dès 2020, il a tenté un putsch pour reprendre la PW. Avec, comme vous vous en souvenez, la Nezu. Ou pas, d'ailleurs. Une époque exceptionnelle, une époque étrange, bizarre. C'était très particulier, c'était très bien, mais il y a eu de très gros ratés. Mais bref, la Nezu. Malheureusement, Lens Austin a perdu cette guerre, se faisant notamment trahir par à l'époque son lieutenant, Chezavok. Il fallait donc se reconstruire, il ne pouvait pas revenir comme ça. C'est pour ça que Lens Austin a créé le dojo. Le dojo de la NSW, que vous connaissez aujourd'hui juste sous anciennement le dojo, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un petit peu son arc de rédemption. Il devait être le leader du plus grand clan de la fédération, grand notamment par le nombre. Le dojo, c'était un clan qui devait accueillir les nouveaux, les former et les faire devenir des gens vachement bien comme son leader. Ce clan a bien fonctionné honnêtement, puisque on a notamment, si on prend les noms les plus importants, on a bien évidemment Sam Corwell, dont on reparlera, on a Morgan Hyde, on a, mais surtout, on a la plus grande réussite du dojo, Alex. El Emperador. Cependant, le dojo n'allait pas donner à Lens Austin ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est la PW. Il veut pas juste le titre mondial, il veut la PW, la contrôler, être à sa tête. Cependant, Sam Corwell, c'est entre guillemets un bon toutou. C'est un lieutenant qu'il peut contrôler, qu'il peut modeler. Mais au final, Emperador l'a dépassé. Sam Corwell, il y a un monde où un jour il pourrait potentiellement le dépasser s'il ne le laisse pas sortir de cette place de second. Et le dojo, au final, forme des futurs catcheurs qui, eux aussi, vont être amenés à devenir de très grands noms de cette fédération ou tout simplement à les trahir. Il fallait quelque chose d'autre. C'est pourquoi, dans le plus grand des secrets, Lens Austin s'est allié à son ennemi, Tom Davis. Pendant des années, ils ont concocté par-dessous tous les plans de la PW, Death, la prise de pouvoir de Tom Davis. Cependant, Lens Austin se sentait clairement lésé. Tom Davis a pris 51% de la fédération pour être le chairman, et Lens Austin en a pris les 49 autres %, étant son second. Mais ce n'est pas ce que Lens Austin veut. Cependant, il n'avait pas de quoi négocier à l'époque, puisque c'est Tom Davis qui apportait toute la logistique pour. Il a dû se contenter de ce rôle de second. Mais c'est pour ça que dès la création de Death, Lens Austin a créé Sudden Death, le clan qui allait devoir lui offrir, au moment opportun, la place
de Tom Davis. Il s'est donc tourné vers Easy Win et a donc récupéré Alex Grant, son ancien allié. Shaky, un peu. Pas assez tumultueux entre les deux, mais Alex Grant sortait d'une très grosse désillusion et Alex Grant a accepté. Florian Roy a dit bon non frérot, ok Easy Win c'est la win à tout prix. Mais en vrai non, pas la win à tout prix, pas en saluant Lance Austin, je me casse. Et c'est pour ça que donc Chris Smash a pris la place, créant le trio le plus dominant de la fédération. Avec 5 titres... Laisse-moi faire mon storytelling. Avec 5 titres de champion du monde, des centaines de jours de titres tag cumulés, le plus grand trio de la fédération. Sur le papier. Parce que comme quand tu crées une super team en e-sport, si la synergie n'est pas là, bah ça matche pas de prendre juste les meilleurs joueurs du monde et de les aligner ensemble sur un terrain. La mayonnaise ne prend pas. Mais Lance Austin s'en fout. Parce que Lance Austin, le seul truc qu'il veut, c'est avoir des gens pour quand ça sera nécessaire. Donc il laisse un petit peu sur le côté. Le temps passe et lui il prépare son plan pour sauver Death. Pour sauver la PW des mains de l'infâme Tom Davis. Et c'est pour ça qu'il va s'allier au dojo qui vient de trahir. Hein? Bah oui, bah en fait le dojo ils disent oui. Mais en fait, le dojo, ils disent oui en face, mais dans le dos, ils font non, jamais, c'est mort. C'est ainsi que le dojo fait ses plans de son côté. Et cette alliance, au final, va être là et ne sert à rien. Même si, bon, bah, il y a des pourparlers et tout, mais cette alliance ne sert à rien. Et au final, un élément perturbateur va arriver. L'éviction de Sam Corwell, la trahison des cavaliers. La trahison d'Amber Adams, l'agent double chez Dev, qui en fait était un agent triple. Rousseau Swerve. Mais, bref, ça fait beaucoup de choses qui se passent. Et le dojo n'est plus le dojo. Le dojo devient Ovanation. Et Florian Roy arrive avec ses papiers en disant « J'ai des trucs en Tom Davis, mais je sais pas quoi en foutre tout seul. » Tenez. C'est ainsi que, aidé par Mathias Roy, le gérant de PLW, un ultimatum à Tom Davis sera mis. Et grâce au travail d'Ovanation, cet ultimatum sera signé. Je vous refais pas l'histoire. Mais, il y a un problème. C'est qu'Ovanation a devancé Lance Austin. Parce qu'en fait, de la manière dont les choses ont été tournées, si Tom Davis perd tout, bah Lance Austin aussi. C'est ainsi que Lance Austin lança son dernier coup de bluff. J'ai un plan pour faire tomber Davis. Vous allez devoir me suivre. Suivez-moi, j'ai un plan pour faire tomber Davis. Suivez-moi, suivez Sudden Death. Et là, on pensait tous que ça allait être Alex Grant qui allait en avoir marre. Chris Smash revient à Ovanation en sacrifiant Sudden Death et en explosant Lance Austin sur la place publique. Alex Grant le suit. Bassim Hassan qui avait rejoint Sudden Death en a rien à foutre. Et passe à côté de la guerre, il n'écoute que ses voix et ses dieux. C'est la fin de Sudden Death. Lance Austin est à poil. Il va continuer à aller voir différents catcheurs en leur disant « J'ai un plan ». Alexander Sokolov, qui a trahi les cavaliers, mais qui est tout seul parce qu'Ovanation le rejette un peu. Il a un petit peu emmené Sam à l'hôpital. Tyson Lewis, qui, bon bah, Tyson Lewis plus Ovanation, ça marche pas. Mike Brady, qui semble un peu en marge de la guerre. Personne n'entendra son appel. Et Tom Davis mettra l'ultimatum à Lance Austin. C'est soit tu bosses avec moi pour battre Ovanation, soit tu perds tout en même temps que moi. L'histoire, vous la connaissez, les deux ont perdu tout en même temps qu'eux, et Lance Austin disparaît. Mais quand je dis qu'il disparaît, c'est genre vraiment il disparaît. Genre 2 semaines après Revolution Night, c'est la draft. Lance Austin a disparu, il est même passé free agent tellement il a pu donner signe de vie. Lance Austin est parti. Il est parti dans sa grotte pour réfléchir à un plan. Et on le verra plus pendant des années. C'est faux, on le verra plus pendant 2 mois. Et il revient avec son plan. Il faut, pour pouvoir prendre le contrôle de la fédération, qu'il redevienne un leader. Sauf que plus personne, après la trahison de Dojo, ne peut lui faire confiance. C'est pourquoi il doit revenir en étant le gentil très très gentil qui se bat contre les méchants très très méchants. Et qui est un méchant très très méchant? Tom Davis et Tyson Lewis.
les méchants très très méchants, super méchants, que personne n'aime. C'est pour ça que Lance Austin, l'antagoniste ultime, va se mettre pour target d'aller péter la gueule à Tyson Lewis et Tom Davis pour tout simplement devenir le gentil super gentil qui veut battre contre les méchants très très méchants. C'est pour ça qu'il va se ramener dans des promos contre de Tom Davis en disant que oui, mais moi j'avais compris qu'Ovanation c'était l'âme de la fédération et toi tu t'es battu contre ça. Non Davis, c'est pas bien. Nous sommes ici pas face à un Lance Austin qui est en phase de rédemption, mais bel et bien face à Lance Austin le manipulateur qui est en train d'essayer de récupérer le soutien du public, mais surtout le soutien des boys backstage. Car croyez-moi, Lance Austin trouvera un moyen de tenter un 3e takeover de la FIW. Et on est aux prémices de ça. Et du coup, Tom Davis qui bat forcément, Lance Austin, il a avoué publiquement pendant la guerre qu'il avait un plan pour faire tomber Tom Davis. Donc forcément, Tom Davis s'est fait trahir par Lance Austin. Donc pour Tom Davis, ça allait péter la gueule à Lance Austin qui l'a trahi. Bon après, même si à mon avis, Tom Davis devait savoir que Lance Austin allait le trahir un jour, mais bref. Bon pourquoi pas, hein. Du coup, après le Rumble, où Lance Austin aura réussi à sortir Davis et Lewis, il va intervenir dans un main-event entre Sam et Davis pour attaquer Davis. Et puis derrière, Davis va attaquer Austin parce que ça a pris. Et voilà, on arrive à ce match. Ne vous y trompez pas. Le gentil de l'histoire n'est pas celui que vous pensez être. Le seul gentil dans ce ring à ce moment-là, ça sera l'arbitre. C'est exactement ce que j'ai dit. Ah ouais. Est-ce que j'en place une? Vas-y. Je vais donner mon analyse. Alors autant Non, mais... le four-way, j'ai raconté l'histoire. Autant là, c'est mon analyse à la con. Ah ouais, là, il y a... Là, je suis désolé, hein. Je l'ai vu regarder PEW. Tu as tricoté. Mais j'aime bien ce que tu tricotes, donc on va aller dedans. Vas-y. En parlant de fil, du coup, Lance Austin le manipulateur, moi je suis à fond dedans. De toute façon, moi j'y crois plus à une rédemption de Lance Austin. Bah oui. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Hein. N'importe qui croit à une rédemption de Lance Austin est un débile où il a 6 ans. Où est un rookie dans la fédération et ne connaît pas le passé? C'est une possibilité aussi, mon très cher Alex. Si vous êtes rookie dans la fédération, écoutez ce message. Lance Austin vous ment. Peu importe ce qu'il vous dit, s'il vous dit qu'il reste des frites à la cantine, il ment. Ou alors, et quand il dit la vérité, c'est parce que il a envie que toi derrière, tu sois gentil avec lui. Parce qu'il t'utilisera plus tard. Félicitations, hein, vous avez créé le match ultime entre connard numéro 1 et connard numéro 2. J'ai trop hâte. Non, très sérieusement, c'est très beau. Très beau tout ce que je suis à écouter. Très sérieusement. Prono Austin, toi aussi? Ou est-ce que toi tu pars sur une victoire de Davis? Très difficile à pronostiquer finalement. Ah, il est difficile à pronostiquer. J'ai dit, du coup, Lance Austin gagne, mais déjà, en fait, une victoire apporterait quoi à chacun de ces deux-là? Lance Austin serait le gentil trop gentil qui a battu le méchant très très méchant et ça marcherait dans son plan de manipulation des foules. Lance Austin et Tom Davis continuera de montrer que qu'il est pas washed up. Voilà. Tom Davis n'est jamais jamais. Même le jour où Tom Davis annonce que c'est sa retraite, faudra pas le croire. C'est ça. Il va avoir un petit costume rose saumon. Clin d'œil à Tyson, c'est ça? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. En tout cas, oui, non, je vais partir sur Lance Austin. Hein, il a clairement plus à gagner. Et si vraiment on part sur ce scénario que tu nous concoctes, moi j'ai envie de voir ça. Je suis très envie de voir ça. J'ai envie de voir ceux qui vont le croire et ceux qui vont très vite comprendre qu'ils se foutent de la gueule du monde. Ouais, je suis très curieux de savoir. De toute façon, il n'y a pas. De toute façon, tu peux écrire un Lance Austin vraiment face en 2026. Je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort après ce qu'il a fait au dojo. Le dojo, c'était le vrai Lance Face. Et même le vrai Lance Face, c'était faux. Et le vrai Lance Face, tu sentais le Lance qui voulait être là partout. Le dojo à l'époque, on me l'a tellement raconté parce que c'est les périodes où j'étais pas là, c'est tout devait retourner au dojo à un moment donné. C'est tu vois, c'est le Lance, il est gentil mais il est toujours en mode je veux être le centre de l'attention, je veux être la PW. Je veux dire sur victoire de Lance Austin.
Il va nous tenter une douille et franchement, ce sera plus intéressant de voir ce qui va se passer après. Troisième match de la soirée. Alvaro est en train de péter un câble. Et je vais pas vous faire un T'as pas 5 minutes sur historique celle-là complet. Alors, je peux faire rapidement. Alvaro du coup à la sortie de la guerre, donc est du côté d'Ovanation. Alvaro était dans le match avec du coup Chris Mash, Hunter, Enez et Lewis. Il a gagné son match à Final Warfare. Et Alvaro est en train de péter un câble. Depuis, il a un penchant beaucoup plus hardcore et un penchant beaucoup plus colérique. J'en ai plus rien à foutre, impulsif. Il est loin le Alvaro chill. C'est loin, Alvanation. Mais Alvanation, c'est loin. Le Alvaro un peu comique, il est très très loin. Et concrètement, devait y avoir un match pour avoir un aspirant. Et tout le monde Et a on a gagné. fait, j'en ai rien à foutre, je vous casse la gueule et vous prends tous les trois, bande de connards. Ça, ce coup-là, il nous l'a déjà fait, mais là, il l'a fait bien plus frontalement. Voilà, là, voilà. C'est Alvaro, il en a marre d'attendre, il veut juste casser des gueules. Voilà, après avoir passé 2-3 ans à louper le train, finalement. Le train Alvaro était censé partir il y a 3 ans à peu près. Finalement, ça a jamais grimpé. Donc voilà, il s'est trouvé son spot. Il se fait son petit kiff. Petit kiff violent. Et du coup, il affrontera donc Adam Sosa, Aguila Obscura et Patrick Brooksander. Je ne vois qu'une menace dans ce match-up. Voilà. Ah ouais? Je pense pour moi, la seule menace dans le match, c'est Aguila Obscura. Ah, alors on est pour son pas appartenance à la Mad Storm. pas d'accord. Et la PW est pas d'accord avec toi d'ailleurs. Oui. Puisque Adam Sosa est pas mal vu par les gens, mine de rien, comme un potentiel adversaire crédible. Et même quand on regarde les pronos, en 1 c'est Alvaro, en 2 c'est Sosa. Et quitte à faire un prono, je vais pronostiquer une victoire d'Adam Sosa à titre personnel. Bon, je rentre dans le train Sosa pour cette fois. Et bah, je serai pas avec toi. Parce que je suis quelqu'un d'ennuyeux et prévisible. Je pense Et tu que vas voter Alvaro. Parce que pour moi, quelqu'un qui... Déjà, Alvaro va faire beaucoup pour cette bague Dominion. Il fait beaucoup et il va continuer de faire beaucoup pour cette bague Dominion. Parce que c'est quand même un nom énorme pour la bague. Et pour moi, ça va continuer. Parce que j'aimerais bien qu'Alvaro, la personne qui détruit Alvaro, soit vraiment très... Enfin, j'aimerais bien un V1 simplement parce que c'est Alvaro. Et pour moi, celui qui devrait détrôner Alvaro, ça va et ça marchera mieux en 1v1 que dans un Fatal 4. Ok. Moi, pour revenir sur le bague Dominion, je suis très sceptique du fait que ce soit Alvaro qui l'ait. Au final, c'est très très bien. Bah, de toute façon, quand tu trouves quelque chose d'intéressant à dire, tu peux lui donner ce que tu veux. Oui, mais en fait, c'est parce que vraiment, c'était le truc tertiaire et du coup, foutre Alvaro là-dessus, tu te dis, c'est bizarre, ça a été la critique que beaucoup ont fait. Oui, mais au final, c'est très bien parce que ça grandit le personnage d'Alvaro, ça lui donne vraiment quelque chose à faire et ça grandit la bague aussi. Donc au final, c'est très bien. C'est un bon match qu'on n'avait pas vu venir. Oui. Et je pense que du coup, ça doit continuer. Moi, je resterai sur Alvaro. En parlant de trucs qu'on n'a pas vu venir. À titre personnel, moi, je l'ai pas vu venir. Ryan Parks va défendre son titre. Et ça sera Morganite en face. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de background sur celui-là? En vrai, un petit peu. Un petit peu. Petit peu. Plus léger, plus discret. C'est relativement léger parce qu'au final, même quand Ryan a rejoint Vanation, c'était plus avec Florian Espalia qui essayait de faire son bise. Donc les Morgan et Ryan n'ont pas tant interagi que ça à l'époque. Mais on a le retour du Ryan de l'époque de Ryan et Lewis Attack Team. Clairement, c'est un semaine. En vrai, oui, ça fait plaisir parce que je savais pas trop où est-ce que je savais vraiment pas trop où est-ce qu'il allait Ryan et au final le retour de ce Ryan là, bah c'est cool. C'est le Ryan que je voulais voir champion intercontinental. Et du coup, il a une manageuse maintenant. Oui. Qui est sa meuf ultra jalouse. Oui. Ce qui est assez drôle la dynamique entre Morgan et du coup cette manageuse dont j'ai bouffé le nom, ça me reviendra après. Elle est même pas sur la fiche donc je saurais même pas t'aider là-dessus. Mais ouais voilà, moi ce match là du coup Ryan en veut à Morgan d'avoir pris ce spot parce que Ryan voulait affronter quelque chose de nouveau, quelqu'un de neuf,
quelqu'un de plus faible potentiellement aussi, Ouais. mais voulait un adversaire qui n'avait pas déjà affronté, quelque chose de frais, un défi, enfin pas un fort défi mais un défi nouveau. Il voulait quelque chose de nouveau et du coup avoir Morgane qui est en train de s'attirer une hit naturelle à, accaparer toutes les opportunités à droite à gauche. Walton, Lewis, maintenant Ryan, et maintenant elle obtient le truc pour Ryan. Elle est en train de s'accumuler une espèce de hit naturelle, Morgane. C'est très cool pour l'avoir à heel turn. Sachant que Morgana c'était tellement le perso qui ne devait pas heel turn, qui n'allait jamais heel turn. Et le faire de cette manière-là, c'est super cool. La nouvelle Morgane est très intéressante. C'est le one more match poussé encore, poussé plus loin. C'est trop bien et c'est terrifiant. Moi aussi J'aime beaucoup. La question maintenant, c'est est-ce que tu la vois gagner? Ça dépend. Parce qu'en plus, Morgane, tu vois, c'est le genre de personnage. Quand tu commences et que tu entends dire un match, tu es vraiment en mode ouais, one more match, allez, vas-y, Morgane. Alors, on commence tous à souffler. Mais le problème, c'est que est-ce que tu veux continuer cette histoire de one more match et Morgane perd, et du coup, après, elle fait quoi? Elle va aller chercher Alvaro? Imagine. Toujours autre chose, toujours un autre but. Non, elle va aller chercher Florian. Oh, arrête de me vendre des mots doux comme ça, on n'est même pas à la nuit. Il est tellement là. Je vais pas faire le descriptif de tous les RP qui se passent et de tout ce qui se passe derrière, mais le Morgane Florian, parce que Florian qui chope le titre, qui cachine le lendemain sur le titre que Morgane voulait vraiment. C'est pour ça que moi je prenais Ryan perdant, Ryan gagnant. Oui. Parce que déjà, moi j'en veux plus. De ce Ryan là qui continue à être champion, moi j'en veux plus. Et de deux, Morgane qui perd, j'en veux plus. Bah, je pense que je vais te suivre. En plus, Ryan, j'ai pas mal vanné le début de son règne parce que vraiment au début tu demandais, il est vraiment champion? Ah bah le Ryan Rumble, face, il était un peu fade. Ouais, et là on a le Là, Ryan Hill champion. Là C'est ce il qu'on veut. reprend du goût. Donc ouais, je vais te suivre. Ryan Parks continue de prendre le titre. Fais-nous un règne historique avec cette Intercontinental parce que ça commence à être solide. alors- Le côté face, ça a amené pas mal de défense. Au moins la Ouais. durée de la défense. Et là, ça peut vraiment décoller Puis, avec le si tu- personnage. Puis si tu te dis, t'as commencé avec Adam James et ensuite tu te fais Basim Morgan, c'est pas mal hein. Ah ouais, clairement. En termes de nom, en fait en termes de chiffres ça va être bien et en termes de nom derrière c'est cool. Il commence Donc à... moi je prono vraiment ma... Je vais te suivre. Et pourtant, c'est pas évident qu'on soit d'accord sur ce match quand on sait que le pronostic, c'est littéralement 50-50. Ouais, c'est le match le plus serré. Parce que... J'aurais pas parié sur celui-là, mais en vrai il est très indécis ce match quand Ah il oui, parce que réfléchit. Morgane Vachement pourrait indécis. complètement gagner. Elle peut complètement gagner. Wayne Beretta Matt Storm. Wayne Beretta, Matt Storm. On est sur le début de quelque chose avec ce match-là, je pense. Wayne Beretta, Matt Storm. Matt Storm, Wayne Beretta. Ok. Alex Grant et Chris Libra sont champions tag team. Voilà, pardon. Enfin, la blague me faisait rire, je suis désolé. C'est très drôle. Très Alex drôle. Grant et Chris Libra sont champions tag team. Ils sortent du Scramble match dans cette équipe complètement aléatoire avec le vétéran, le potentiel GOAT, Alex Grant qui se retrouve avec ce complet rookie qui est dans sa première saison à la PW, Chris Libra. Qui seront les premiers challengers? Wayne Beretta va nous apporter une première réponse avec le Bloodhood, son clan. Jason Wolf et Nolan Black vont donc se ramener pour affronter et être les premiers challengers de du coup Chris Libra et Alex Grant. Ça n'est pas du coup d'un autre homme, Matt Storm, qui lui a son propre clan qu'on va appeler le clan de Matt Storm pour pas avoir à dire Matt Storm Social Club à chaque fois ou MSSC, ce qui est très chiant à dire à l'oral. Mais du coup le clan de Matt Storm n'est pas d'accord avec ça. Le clan de Matt Storm il est donc composé de lui-même, Matt Storm, avec sa protégée, et elle lui rend bien, Diana Lovecraft, et suite au Rumble, on a su qu'ils se sont alliés au Last One Standing, dans ce qui est concrètement le fake match de l'année, hein, avec le match entre les deux équipes qui en fait étaient de mèche depuis le début, et c'est une victoire de Matt Storm mais qui était arrangée, parce qu'en fait ils sont tous de coalition, ils sont tous de mèche. Mais du coup, les deux premiers
sont à Revolution Night et les 2 autres sont à AZ, avec Matt Storm et Aguila, donc avec Aguila et Keller, les Last One Standing. Ce qui fait qu'ils sont un peu partout et qu'ils peuvent bien s'amuser avec les champions tag qui, de par leur nature, les champions tag sont partout aussi. Et donc concrètement, bah en fait les Blue Dudes ils voulaient le title shot et puis Matt Storm il a fait non, c'est nous qui allons avoir les title shots. Et bah du coup les deux clans, les deux chefs de clan, et bah du coup ils étaient pas contents l'un contre l'autre. Et du coup ils vont se foutre sur la gueule parce qu'ils font que de se croiser depuis des semaines et qu'ils en ont ras le cul l'un de l'autre et du clan respectif de l'autre. Bah, du coup, baston. Voilà, du coup baston entre les du deux coup parce que ça leur casse les couilles. Du coup, Steel Cage. Et du coup Steel Cage, voilà. Voilà. Et tu m'aurais dit il y a 6 mois, Matt Storm contre Wayne Beretta, c'est le pré-main event de la nuit 1 de Final Warfare, je t'aurais dit c'est quoi cette merde? Je suis d'accord. Et aujourd'hui, Quoi, moi, tu je veux te me dis... oh, Tu veux me faire le gros inactif 45ème roue du carrosse de Vanation contre Wayne Beretta, le 4ème des Four Horsemen, dont... Voilà, qui est Osef comme pas possible. Bah aujourd'hui ça raconte une putain d'histoire. Ça lui fait une vraie vente fraîcheur de plus être vraiment le dernier des Four Horsemen. Là aujourd'hui il a son clan, il gère son truc Wayne. Et du coup ça lui fait vraiment quelque chose, ça lui donne un rôle super intéressant. Et Matt Storm, son clan a pris. Ouais. Ce qui quand on a reçu les papiers à l'époque, parce que j'étais encore dans la dans la gérance quand j'ai vu les papiers, j'étais en mode... Bordel de merde, qui va accepter de rejoindre ce clan? Bah putain, ils sont 4. Eh ben, Et en vrai, les deux clans marchent, les deux font des trucs. Et quand tu dis que les deux font des trucs à côté, entre Wayne et Matt Storm, c'est... historiquement, c'est quand même des gens qui sont habitués à pas faire de trucs. Là, la rivalité vit, et c'est trop bien. Ce match... Je te laisse parler, Alex. Allez. Ce match, c'est une anomalie. Parce que pour... Non mais vraiment, pour résumer, on a Matt Storm et Wayne Beretta. Les deux ont fait partie de clans. Les deux étaient les... Pourquoi étaient les boulets du clan. Easy Win, ça a pété à cause de Matt Storm. Bon, il y a... Matt Storm a eu la NFS aussi. Mais ça... Le clan est un boulet en lui-même. Easy Win a pété à cause de... Il a trahi le dojo aussi. Et le dojo, Matt Storm, les clans, ça ne marche jamais. Ah, et c'est le seul à avoir trahi Ovanation. Oui, c'est vrai. Matt Storm, c'est celui qui a toujours fait péter des clans. Donc j'adore le fait que le clan qui réussit à Matt Storm, c'est littéralement celui centré autour de sa personne. La seule façon que Matt Storm a d'avoir un clan qui fonctionne, c'est que ce soit lui, que le clan c'est lui. La République c'est lui. Et ça marche. C'est trop bien en plus. Et à côté, t'as Wayne, que je vais avoir des mots durs, mais Wayne, j'ai toujours trouvé que c'était du pain nature. J'ai jamais trouvé Wayne ultra intéressant. Pareil, les Four Horsemen, ça n'a pas été le membre fort du clan. Lui, au moins, ça a tenu un peu plus longtemps ensemble, mais voilà. Et même lui arrive à monter un clan qui fonctionne. C'est incroyable. Quand j'ai vu le clan de Wayne, en vrai, j'étais déjà intrigué. Quand j'ai vu le clan Masson, je sais que ça tiendrait pas. Je vais être très honnête. Et aujourd'hui, on est là, pré-main event, et j'ai hâte. Parce que j'ai envie de savoir quel clan va prendre l'ascendant. Surtout que, dernier point bonus pour ce match, on sort d'une ère où un clan à la PEW devait être toujours le centre de l'histoire. Le dojo, Ovanation, Def, même Sudden F dans un centre, toujours le centre de l'histoire, le main event, sinon le clan ne sert à rien. Et maintenant que tout ça a pété, on a deux beaux clans, des clans, c'est pas des main events, c'est de l'upper mid-card, ça a des gros noms, mais ça a aussi des noms plus bas, qui font tous les deux leur histoire de côté, qui du coup fournissent aussi à Division Tag, on en reparlera après. Et aujourd'hui, je suis très heureux de revoir une ère de PEW où tu peux te repermettre des clans qui ne sont pas au centre de l'attention et qui ne seront pas nommés comme des échecs directement. Et ça, c'est beau. Ouais, ces deux clans sont très cool. Bon, alors après, Bloodhood, c'est malheureusement, il y a Quain, c'est ça qui est dommage. J'ai encore un peu d'espoir, mais... Il y a peut-être un monde où Jason il fait des trucs, mais Nolan je suis trop déçu du four. Ah, je suis trop déçu du four qui est son retour. Maintenant, qui va gagner? Pouh.
c'est que j'en sais pas grand-chose. Hein. Je mets sans conviction mon vote sur Matt Storm. Mais honnêtement, je saurais pas dire. Bah, je mets sans conviction mon vote sur Wayne. Ok. On est, on est génial. Hein. J'ai très envie de savoir qui va gagner. Parce que, comme dit, moi, pour moi, c'est le début de quelque chose. On peut avoir une grosse guerre de clans entre tout ça. Et c'est le chapitre 1. Et puis Steel Cage, parce que c'est Final Warfare. Faut mettre du surplus, faut mettre de la stipu. Non, mais Et le match le mérite en vrai. Le match C'est- mérite une stipu. C'est ça. Et moi, je pense que ça a mieux marché avec Wayne. On peut s'attendre à un gros bordel autour de la cage. On peut s'attendre à un énorme bordel autour de la cage. Sachant que tous les autres membres de clan catch l'autre jour, donc c'est jouable. On passe au main event. Ouais. Le premier des deux main events. Résumé de l'histoire? Tu veux le faire? Ouais. Allez. Bassim, il a gagné, il a challengé Hunter. Voilà. T'es vache. Le problème, on va revenir là-dessus. Je suis désolé. Bassim, Beaucoup. il a donné raison à ses détracteurs. On a une rivalité fantôme. C'est la rivalité la moins construite. Ah, même ça, non. Ça... Ouais, bah, ça me tue, mais je vais pas faire son point. Parce que moi, ce match, ça fait depuis qu'on parlait du Rumble, qu'on a posté Rumble, que je disais que c'est ce que je voulais. C'est absolument ce que je voulais, surtout en vue d'une victoire de Bassim. J'avais très peur que ce soit autre chose pour Bassim Hassan. Je voulais Will Hunter. On a Will Hunter. Voilà. Parce que, voilà, Hunter, on a déjà raconté. Le mec, le retour de l'année, le titre, Voilà. une dinguerie, et le vétéran qui, au bout de 6 ans, gagne son titre face à l'inverse, l'homme à qui le titre a été dénié face à l'homme à qui le titre a été promis. J'ai envie de le vendre comme ça. Je vous ai perdu. après, Et après, c'est moi que tu dis que je brode et que je filoche. Là, t'es en train de broder sur du rien. Je voulais le voir, ce match. Ouais, bah écoute, voilà, on a eu une rivalité fantôme, il n'y a pas eu grand chose, et bon, bah, est-ce qu'il y a vraiment un suspense? Bah apparemment oui, il y a un vrai suspense au niveau des fans, puisqu'on a un avantage pour une conservation d'Hunter d'une courte tête. Je suis choqué de voir ça. Oui, surtout quand on voit la stipulation du match. Mais non, mais, enfin, on l'a dit, la PW a un problème majeur, elle ne se renouvelle pas. Et on y est en fait. On y est là. Là, c'est le moment où on se tape Lewis ou Florian, champion du monde d'un côté, Bassim de l'autre. Là, ça y est, on est enfin sûr. Ils ont compris que la PW se renouvelle pas. Alors, Lance Austin et Tom Davis, ils sont dans un match l'un contre l'autre. Chris Mash qui est pas là, il est à Dawn of Battle, il est très loin. Alex Grant, il est champion de tag certes, mais avec un complet rookie qui du coup est nouveau. Donc c'est certes un titre tag, mais un titre tag tutorat. On a enfin le renouvellement qu'on veut, mais non en fait. Hunter il paume. Je suis désolé, oui. Et moi je suis persuadé que c'est potentiellement l'allégorie qui veut du sarcophage. C'est la fin de carrière. Ah bah la vraie. Je suis complètement d'accord. Hein. Pour moi, Hunter paume et il n'y a aucun putain de suspense. Le match il est pour Bassim. Bah et oui. je suis même un peu triste de cette stipulation, rajouter un peu au dernier moment. Moi ça vend juste encore plus la mèche que le match est pour Bassim. Oui. Hunter il a eu son rêve. Il était temps, il l'a eu. Ouais, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Et là, Hunter, il y a plus rien à raconter. Je suis d'accord. Bassim champion à la fin de la nuit. Enfin voilà, je suis très surpris de voir que Hunter est favori dans ce match-là. Et si Bassim perd maintenant, tu fais quoi avec? Ah voilà, si Bassim perd maintenant, il y a plus. C'est très 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 long. On passe à la nuit 2. On passe à la nuit 2. Triple threat pour les titres par équipe. Les Eternal Angels, Chris Libra et Alex Grant vont défendre contre le Mad Storm Social Club, Diana Lovecraft et Damian Keller. Et les Blood Hunt, Nolan Black
et Jason Wall. On a parlé globalement de la partie 1 du build-up de ce match. C'était pour le match Storm contre Wayne Beretta, parce qu'on retrouve les Blood Hunt et la Alex Grant et Chris Libra. C'est la belle surprise pour moi de cette saison. On avait un Alex Grant qui semblait sans direction après la perte de son titre mondial face à Jack Walton, un Alex Grant en doute, un Alex Grant qui ne sait plus quoi faire de sa carrière. Arrive Florian Roy et Morgan Hyde, les champions par équipe, qui annoncent une idée folle, un scramble match avec des équipes faites complètement au hasard. Une idée qui n'aura pas plu à 80% des gens qui étaient présents dans la salle et donc invités au scramble match. Une idée qui a fait beaucoup cogiter Alex Grant, surtout quand il a remarqué qu'il se repère avec un certain Chris Libra, quelqu'un dont il ne pensait pas grand-chose, un complet rookie. Et donc l'opportunité parfaite pour Alex de peut-être enfin trouver quelque chose à faire de la suite de sa carrière. Il n'y a qu'une chose à dire, c'est que ça a marché. Sur toutes les équipes de ce fameux Scramble match, Alex et Libra ont toujours semblé être celle qui a pris le plus rapidement, celle qui était la plus liée, à l'exception peut-être des champions par équipe. Et vraiment, cette équipe, ces Eternal Engines, c'est une bénédiction pour chacun des membres de l'équipe. Alex, désormais mentor, qui trouve enfin où diriger la suite de sa carrière. Chris Libra, qui allait peut-être se retrouver un peu noyé dans tous les niveaux de la WWE, qui s'est trouvé une figure à suivre de luxe, on va se dire ça. Les mots sont beaux. Ah, sacré luxe, hein. Quand la figure à suivre elle s'appelle Alex Grant, que c'est potentiellement l'un des deux gros noms que quand tu dis qui est le go de APW, c'est un des deux qui sort avec Tom Davis. Le luxe est puissant. Chris Libra est quand même très très bien tombé et ça n'a pas manqué. Deuxième match en tant qu'équipe, champion par équipe. Enfin ouais. Et pour continuer dans la nouveauté, le Massam Social Club, les Blood Hunts, les deux nouveaux clans qui voient chacun une équipe aller à la charge. Je tiens à ce qu'on s'excuse tous les deux auprès de Damian Keller et Aguila Obscura. Alors oui, ils ne sont pas dans ce match, mais je me souviens très bien quand on a pronostiqué le match, on a dit qu'ils étaient là pour un match. Je ne suis pas d'accord. Moi, au contraire, j'irais plutôt tacler Keller sur le fait que c'est pour la 4e fois qu'il va challenger pour le titre par équipe avec 4 partenaires différents. Il est passé de Ford Higgs à Aguila Obscura, à Amber Adams et à Diana Lovecraft. Bon, j'aurais essayé Keller. Ah, t'aurais essayé. Non, mais Keller... de toute façon, on a eu des mots doux pour Keller lors de la vidéo des Awards. Et finalement, il n'y a pas plus de build-up que ça. Il y a eu un match entre les Eternal Legends et les Blood Hunt qui s'est fait très fortement influencé par l'arrivée du... Qu'est-ce qu'on fait quand une équipe vient foutre son grain de sel comme ça? Et on dit les trois. Allez, les trois, c'est Final Warfare, c'est la fête. Triple threat pour les titres tag. Les Wayne, ouais. Autant le reste des Blood Hunt, non. Malheureusement, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment dommage que c'est un flop le retour de Nolan. C'est pour ça que pour moi, ça se joue avec Keller et Diana. Je sais pas quoi choisir. Mon cœur balance. C'est chaud. Parce que pour moi, il y a un vrai truc avec Keller et Diana. Mais en même temps, c'est tôt pour Alex et Libra. C'est ça. Parce que j'imaginerais Est-ce qu'ils vont perdre ce match? Moi, j'imaginerais très bien Keller et Diana amener leur titre dans la rivalité en clan, tu vois. Avoir un peu plus à cette rivalité du coup entre Blood Hunts et MSSC. Mais ouais, les Eternal Legends. Tu l'as bien dit. Les Eternal Legends, ça marche bien. Pour moi, on est sur une très bonne équipe qui pourrait vraiment pas dominer, mais lead la division. Quel est ton vote? Écoute, je vais faire comme toi, plutôt dans la vidéo. Le chauvinisme. La maison. Ça copium sa mère. Ah, ça copium. T'inquiète, on va garder les titres. Je pose mon vote sur les Eternal vu que t'étais un gros bâtard et que t'as voté pour ça, moi je vote pour Keller et Diana. Allez le SSC. Oh le Keller, allez Diana. Il faut une écharpe MSSC. Allez. Oh. Le match le plus puéril de Final Warfare.
Ah, Reed News contre Nathan Brent. t'as 5 minutes de résumé là-dessus? Ah bah les deux ils se cherchent et ça parle de baiser la daronne hein. Non mais littéralement ça a évoqué la daronne de je sais plus lequel des deux en promo. C'est pour ça que je dis voilà, des fois c'est faut un peu plus léger. Et Et c'est Final Warfare, direct. Final passer- Warfare. Sans passer par la case Dawn of Battle. Non mais en vrai, petite récompense pour les deux d'avoir un VA pour Final Warfare. Ça C'est me fait un propre. peu ça me fait un peu rire entre monsieur je dors tout le temps et Cacahuète Man. Et moi je vote pour et moi par pression familiale je vais voter pour Nathan Brent, mais parce qu'il y a de l'avenir hein, pas parce qu'il s'appelle Nathan. Ouais. Regarde, je crois que t'as une perruque qui te parle derrière toi. Isaias. Je crois que la perruque l'a emporté. Ton Non, prono mais. Oh, mon prono. Eden Hugs parce que j'aime bien les cacahuètes. C'est vrai que c'est sympa les cacahuètes, mais je préfère dormir à des cacahuètes. Pas faux. Mais Eden quand Non, même. sérieusement, est-ce qu'on a envie de passer plus de temps sur ce match? Non. Suivant. Tactical arc final. Tactical Arc. Putain de finale. Ah la vache, je l'ai pas vu venir. Personne l'a vu venir. Personne l'a vu venir. Alors, pour la santé mentale d'Alex Rent, ainsi que la mienne, ainsi que celle de tous les viewers qui regardent sa vidéo, je me suis pas repassé les 3 ans de booking au Tactical. Je ne vous ferai pas un résumé. C'est trop long, c'est trop le bordel, il y a trop de subtilité partout, c'est des trahisons dans tous les sens. À l'aide. The Last Chapter, c'est un Fatal 4-Way. C'est juste les 4 membres de Tactical qui vont se foutre sur la gueule une dernière fois. Il Enfin, était une dernière temps, fois. finalement. Voilà. Ouais, il était temps, ça va clore le truc. Parce que j'ai l'impression quand même que Tactical, c'est le genre de clan, ils sont tous embrouillés entre eux, Ouais, pratiquement. ouais. Je vais dire un truc. Scooby Gang done right. C'est tellement le Scooby Gang des années 2023-2024, c'est terrible. Et vous savez quoi? Moi, je suis là pour ça. Ah la vache. Vieille ref de 2019-2020, le Scooby Gang, pour ceux qui ne l'ont pas. Sokolov vous en parlera mieux. Ouais. Et l'un des Ouais. 4 est le premier champion du monde de la fédération. Mais du coup, Tactical, qu'est-ce qui est arrivé à ces 4 Wow. gaillards après que le clan soit des... On est là face à 4 niveaux de push différents, j'ai l'impression. Julian Gunn, limite jobber. Tai Tai Even, mid-card, voire lower mid-card. Ça dépend des saisons. Mike Brady, bonne grosse mid-card. Et Adam James, upper mid-card. On se respecte. Alors, on va donner le prono. C'est pas possible de résumer Tactical. C'est pas possible. On va juste s'asseoir, prendre notre popcorn / goûter et enjoy. Adam James. Et Mike Brady. Knowles Bar. Ah, Sunshine contre Spider. On revient des enfers. Pour je te Spider. le laisse. On revient des enfers. Oh, ça allait être terrible. Hein. Il y a vraiment un monde alternatif où Espalier derrière, rien. Final Warfare, c'est une dinguerie. Hein. Oh. Généralement, on dit souvent wait and see à PW. Vous savez pas les choses qui se préparent. Là, ça se voit. Avec le recul, ça se voit qu'il y avait rien de prévu. Mais rien du tout. C'est terrible. Hein. Bon, Sunshine Victory contre Espalier derrière. Allez. Alors, ça va être relativement court en vrai. Espalier derrière arrive et rejoint très vite Ovanation. C'est vraiment le cliché sur le papier de la meuf gentille, vraiment très très gentille, qui veut que tu fasses des trucs bien et c'est pas bien si t'es méchant. Si tu fais des trucs méchants. Si tu veux vraiment résumer Espalia, elle est très comme ça, mais à côté elle a vraiment ses tares parce que c'est quelqu'un qui mine de rien est assez égocentrique. Elle a des valeurs, mais elle est très axée sur son spectre. Elle ne voit que ce qu'elle voit elle. Et voilà. Bref, elle rejoint Ovanation et elle essaie de s'investir à fond, mais c'est compliqué pour elle parce que c'est à ce moment du début d'Ovanation, c'est une pure rookie. Elle doit être là depuis genre
3-4 mois. Et elle doit sa place uniquement avec sa proximité très forte avec Florian Roy. Et ensuite... Et Sam Corwell. Et au final, elle se rapproche très fort de tout le noyau dur du dojo de l'époque. C'est même pas Ovanation, pardon. C'est même pas encore Ovanation à l'époque, c'est le dojo. Donc de Sam Corwell, de Morgan Hyde, de Alvaro, de Sunshine Victory. Et elle choisit Sunshine pour être sa mentor. Chose qui est très drôle, ce qui a été dit dans la dernière promo. Sunshine l'a très mal pris, ça. Parce que Sunshine est une associable. Lol, c'est dans le monde de l'esquipe avec Amber. Mais c'est pas qu'elle est associable, c'est qu'elle est agoraphobe, elle n'aime pas les gens, elle n'aime pas la foule. Et du coup, c'est quelque chose qu'elle n'a pas su gérer sur le coup. Et de mémoire, elle a fui. Et c'est quelque chose d'assez drôle, c'est que du coup, Sunshine, elle fuit face à la demande. Au final, elle a accepté. Enfin, elle a essayé de fuir. Au final, elle a accepté. Sunshine sera la mentor d'Espalia derrière. Elles vont passer beaucoup de temps ensemble. Ils vont s'entraîner ensemble, etc., etc. Chose qui était donc nouveau à l'époque pour Sunshine. Et la guerre va passer. Ovanation ne sont pas les héros, les chevaliers blancs ultra clean que... Enfin, il y a toujours du gris. Et Ovanation n'est pas blanc-blanc. C'est quelque chose que Espalia a mal pris. Elle qui se bat pour vraiment l'unilatéralité à ce niveau-là. Donc Espalia l'a mal pris, a reproché du coup à Florian et à Morgan certaines choses. De son côté, elle, Sunshine n'a pas attendu. Sunshine, elle, fin d'Ovanation. On retourne vers l'ex-toxique. Je vais fracasser la gueule de... elle va fracasser la gueule de Espalia justement. Pour annoncer tout simplement son turn. Elle veut plus être dans des groupes comme ça. Elle veut plus jouer avec les règles. Enfin si, justement, elle veut plus jouer dans les règles. Elle veut jouer avec les règles. Faire ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est surtout casser des gueules. Et elle s'est réalliée avec Amber Adams. Espalia va reprocher et va dire tout ce qu'elle a à dire sur Florian et sur... Ah pardon, j'ai oublié une étape. Espalia contre Sunshine. Il va y avoir une toute petite rivalité très décevante pour le Chamber. Qui débouchera à un match entre les deux que Sunshine a gagné. Mais qui débouchera à rien. Et du coup, donc après, ce qui se passe, c'est que du coup, donc Espalia va reprocher à Florian et Morgan ce qui va se passer. La manière n'a pas plu à son général manager, puisqu'elle va faire littéralement une pipe bombe et va se faire virer. Pendant ce temps-là, Sunshine, elle est de nouveau avec Amber Adams, elle a des opportunités, mais elle les rate malheureusement. Et tu vois en fait que, oui, Amber Adams et Sunshine Victory sont de nouveau ensemble, mais elles ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Amber est plus là pour essayer de calmer les ardeurs de Sunshine Victory. Amber qui se calme un petit peu dans son côté un peu taré, là où Sunshine... elle s'en branle, elle a juste besoin, pour la canaliser, elle a juste besoin de quelqu'un qui l'aide, entre guillemets, à se maintenir, à se contenir. Et au final, ça ne marche plus. Même ça ne marche plus. Et Sunshine fait passer un gros message à Amber et lui casse la gueule suite à une défaite. Suite à sa perte de titre, pardon, contre Ed Draco. Et lui casse la gueule comme pas possible. Ça mènera à la scission du clan, de ce petit clan qui était avec potentiellement avec Hathor, Nihil aussi, qui a disparu. Mais bon, bah voilà. Donc scission du clan, le clan disparaît. C'est dommage, le personnage d'Hathor était cool. Je sais que j'en ai fait grincer des dents certains en disant cette phrase. Du coup voilà donc scission du clan. Espalia revient de sa nouvelle suspension. Et s'en prend directement à Sunshine Victory qui lors d'un match contre son pote Matthew Gunn, et bien tout simplement Sunshine Victory va s'auto-DQ du match, péter la gueule à Matthew Gunn et Sunshine va faire Espalia va faire le safe. Rivalité entre ancienne mentor et élève. Espalia elle est là pour essayer pour régler les comptes avec les gens avec qui elle a des comptes à régler, et Sunshine en fait clairement partie. Et je te le dis, on revient de très loin.
Mais c'est trop cool. Ce match, j'ai hâte de voir la gueule du match. C'est extrêmement incertain. On est à 9 votes contre 11 en faveur de Espalia dans ce match. C'est un 1v1. Les 1v1 sont très. Les 1v1 dans la carte sont tous quasiment très compliqués à pronostiquer. Oui. Donc c'est le résumé. Espalia est là pour régler ses comptes. Sunshine est là pour casser des gueules et voir que Espalia revient. Ça lui fait grand plaisir. Si, petit truc notable, parce que c'était très rigolo de la manière dont ça a été amené. La dernière fois qu'on a vu les deux, c'était lors d'un show où ils ont dû signer une séparation. Un contrat de séparation, parce que n'avaient pas le droit de s'approcher à plus de 10 mètres. Parce que pendant les semaines qui ont suivi, ils se sont pété la gueule en permanence tout le temps. Roy, il en a eu marre. Mathias, il en a eu marre. Il a fait non. Vous séparez sinon vous n'avez pas de match. Sinon je vous dégage. Vous n'avez pas de match, je vous vire, etc. Et autant Sunshine est très... Elle arrive maintenant à se contrôler. Et quand elle a l'autorité face à elle, elle dit rien. Le contraste de Sunshine est très rigolo. Le contraste entre Sunshine et Sunshine face à l'autorité. C'est très... Le contraste est super drôle. J'aime beaucoup. Mais du coup, voilà. Donc, pour faire simple... Et au moment... En fait, c'est allé au point où elle n'avait plus le droit de s'adresser à la parole. Et ce qui s'est passé, ce qui était très drôle, c'est que du coup... Sunshine a signé en premier. Et Espagna, au moment de signer, au final, elle a parlé. Et du coup, Sunshine, en disant un petit peu ce qu'elle avait sur le cœur, et du coup, Sunshine n'avait pas le droit de répondre parce qu'elle a signé le contrat, mais pas Espalia. Ce qui était un peu marrant. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que Sunshine a eu un match plus tard dans la soirée. Et c'était contre Bor, si je me plante pas. Elle lui a pété la gueule, le menacer non pas concerto, quand tu bloques la nuque de ton adversaire entre les deux barreaux de chaise et puis que tu appuies dessus, enfin bref. Ou c'était juste une tentative de meurtre. Voilà, c'était juste une tentative de meurtre, toute paralysie, etc. Et avec et à la fin, elle signe avec un petit hashtag for USP. C'est la haine la plus pure qu'on ait vue. On est sur un match entre deux personnes qui globalement en ont gros. Mais quand je dis gros, on est gros. Du coup, évidemment, No Holds Barred. Ouais, et du coup, Espalia est en train de s'entraîner au hardcore. Parce que No Holds Barred, donc elle est en train de s'entraîner au hardcore avec Sam Corwell et Florian. Ce qui est pas tout Les mal. deux chacun de leur côté. Elle chie dessus. Il y en a un qui l'a envoyé. Il y en a un qui l'a envoyé à l'hôpital, l'autre qui lui a foutu un trauma. Enfin. C'est ce qu'il faut faire pour devenir grand ici. C'est F Alex Ren qui dit ça, c'est très drôle. Ah bah Alex Rent il est passé par la case Alpetine, je te rappelle. Ouais, ce qui est pas mal aussi. Bah, la même que Sam Corwell. Et pour moi dans ce petit jeu là, c'est Espalia qui va gagner. Je suis d'accord. Parce que j'ai dit avant, ils ont 11 ans. Espalia elle en a besoin, mais genre vraiment. Oui. Genre, s'il vous plaît, déconnez pas. La manière sera plus importante. Oui, mais je pense vraiment que la victoire pour Espalia, ça lui ferait un bien fou. Oui. Surtout face à Sunshine, voilà, qui est quand même une adversaire de rang. C'est quand même développé en très grosse figure de ce roster. Ah bah côté AZ, c'est un des noms les plus importants qui est sans ceinture, elle était de la run clairement. pour être la première championne de la brand. Et elle aurait pu l'être, clairement. Oui, complètement. Donc voilà, moi je pars sur Espalia après cette rivalité qui de nulle part a été sauvée. Allez, on va y arriver. All-Star Champion, Red Dragon champion qui a du coup mis fin au règne de Amber Adams, va défendre son titre contre Matthew Gunn et Arcade Ridson. Voilà, on avait Red Dragon, champion All-Star, après son triomphe sur Amber Adams. Très heureux, hein, parce que Red Dragon, ça faisait un moment qu'il n'avait pas gagné son titre. Et ben, il nous a sorti la classique, qui veut m'affronter. Il me semble que Matthew Gunn, du coup, arrive en premier, forcément. Feister organique de Red Dragon, c'était pas dans mon bingo pour reciter certains. Ça, en vrai, ça match. C'est Red Dragon, mais faites gaffe à Red Dragon. On parlait de Lance Austin. Il est capable. Le tout premier chef de clan de connards, c'est lui, hein. C'est Red Dragon, on le rappelle. Mais du coup, voilà, Red Dragon a lancé son petit Open Challenge, enfin en tout cas son appel à Challenger, et c'est Matthew Gunn qui a répondu. Assez peu surprenant, vu que Matthew Gunn, il tournait autour du roster depuis un moment. Il avait tenté de sa chance face à Amber Adams, en vain, mais il restait autour. Sauf que quelqu'un qui a aussi répondu, c'est Arcade Redson. Arcade Redson, plus surprenant, parce que Arcade Redson a été monté quand même vachement...
était littéralement le dernier challenger de Will Hunter. Arkel Redson, d'ailleurs, ça sur ce match, moi je le vois un petit peu comme une espèce de... Bon, t'as pas fait gagner le Rumble, mais voilà, t'as pris main event. Et du coup, le problème, c'est que ça s'est embrouillé entre Arkel et Matthew. Et que ça a laissé pauvre Ray assez... Ray, il s'est retrouvé un peu au milieu en mode... le but, c'était de m'affronter, moi. Sachant que, petit rappel, dans le Scramble match, Ray et Gunn se sont retrouvés ensemble. Donc il y a eu un petit lien qui s'est fait entre les deux. Mais c'était plutôt... voilà, entre Ray et Gunn, sur le papier, ça allait être plutôt cordial, le sport. Ouais. Sauf que voilà, Arkel est venu foutre la merde, ce que fait Arkel souvent. Oui. Et du coup, ça a quand même vachement monté Red Dragon, qui s'est fait finalement un appel au respect. Il pensait enfin avoir réussi à vraiment rétablir son nom, parce que c'est quelque chose que Red Dragon essaie de faire depuis quand même très longtemps. Oui. Et au moment où il a eu ce titre... Depuis le premier Final Warfare, je crois. Ouais, je pense. Au moment où il a eu ce titre, il voulait vraiment être The Man. Enfin, The Man All-Star, mais The Man, il est vraiment là surtout pour se rétablir, remontrer qui est le patron, qui est le champion. Sauf qu'en faisant ça, il s'est peut-être un peu tiré une balle dans le pied parce que Matthew Gunn, on le voit bien, c'est assez solide. Et Arkel Redson, c'est très dangereux. Ce qui fait que même, si on regarde les votes, Red Dragon n'est même pas favori dans sa propre défense de titre. C'est Arkel Redson que la PEW voit gagner. Et finalement, vu les dernières perfs d'Arkel, c'est compréhensible. Et moi, je vais me lancer maintenant. Je vais vous répondre en disant que non, je ne pense pas qu'Arkel va gagner. Parce que pour moi, Arkel est là dans une optique de être là. Voilà. Il fallait que Arkel Redson soit à Final Warfare. Mais celui qui, pour moi, a vraiment un objectif, un truc à gagner dans ce match, qui pourra en sortir plus grand, c'est Red Dragon. Qui va juste finalement remettre une claque aux deux nouveaux qui ont essayé de lui prendre sa spotlight, se remettre au centre de la division All-Star et avoir sa grosse victoire à Final Warfare. Je vais prono Gun. Oh. Voilà. Je vais prono Gun. J'ai envie d'y croire. Je prono. Ce match, c'est très particulier. Très particulier. C'est un côté, ça va être bien, je pense. C'est l'histoire que j'arrive à le moins suivre. Finalement, c'est peut-être plus le match d'exhibition. Allez dans le ring, montrez-nous ce que vous savez faire. Et chauffez-nous le public pour le main event. Main event donc, Jack Walton, le champion de Revolution Night, va défendre contre Alexander Sokolov. Et l'histoire entre les deux, elle remonte au moins à 2023, c'est-à-dire au GOAT. Jack Walton, vous le connaissez, nous le connaissons, on le connaît, légende de la PEW, non inscrit dans le débat du GOAT, je pense, largement. Peu importe où il se trouve et dans quelle division il se trouve, ce sera un big deal. Et donc, lorsqu'il a monté les GOAT qu'il a rejoint les GOAT avec Peter Adams et Lucas Anoa'i, deux gros big deal de l'époque, ça a commencé à faire peur. Puis, à ces noms, s'est greffé Alexander Sokolov, tout juste fraîchement sorti de PLW, Alexander Sokolov, et instantanément, ça cliquait. Instantanément, vous voyez Sokolov contre les GOAT, s'est dit, bah ouais, ça marche. Sokolov, quand même, gros vétéran, mais mais tout frais à la PEW. Et là, c'est le moment où on s'est dit, les GOAT, finalement, qu'on pensait juste être un rassemblement de vieux noms qu'on connaît bien, vont peut-être produire un nouveau main eventer. Et ça, c'était presque sur le point de se confirmer quand Sokolov a remporté le Rumble et est allé main eventer Final Warfare. Malheureusement, aujourd'hui, vous le savez, Sokolov n'a pas gagné de titre mondial. Et après ce fameux Final Warfare où il perd contre Lex Sparks lors de la nuit 2, il a pataugé, galéré pour retrouver une opportunité au titre. Il a tenté la Mountain Cup, ça n'a pas marché. Il a erré, il a allé affronter Sam Corwell dans la division hardcore, il a allé se débarrasser de Lucas Anoa'i. Il a fait tout sauf avoir ce putain de title shot au titre mondial qui l'attendait tant. Jusqu'à ce que Sokolov trouve enfin libération quand il remporte le titre All-Star des mains d'Ember Adams juste avant le Final Warfare de l'année dernière. Gift to Ziel. Le Gift to Ziel, pardon, oui, complètement. Le Gift to Ziel juste avant le Final Warfare de l'année dernière. Et là, on se dit,
Sokolov, qui était sur le point de devenir champion, c'est maintenant. Il va pas le cacher maintenant. On sait pas quand il va le cacher, mais il va le faire. Sauf qu'arrive un événement. Sokolov a suivi Jack Walton. Ils sont restés ensemble lors des GOAT. Lorsque les GOAT ont explosé, ils ont fait chemin contraire. Mais ils se sont rassemblés lorsqu'ils ont formé les Four Horsemen. Four Horsemen, qui normalement étaient hostiles à Davis et Def. Tout a changé lorsque il y a eu trahison. Et dès la trahison des Four Horsemen qui se sont mis, je vais mettre des guillemets, à la solde de Davis, on a senti un Sokolov qui avait pas trop envie. Un Sokolov plus... C'était clairement pas son idée de rejoindre Davis. Et c'est devenu encore pire quand c'est Davis lui-même a gagné la Mountain Cup et le titre mondial. Parce que maintenant Sokolov suivait les Four Horsemen avec le Gift to the Hell, les Four Horsemen à la solde de Davis, et Davis qui avait ce que Sokolov voulait plus que tout. Et bah ça a pas manqué, hein. Sokolov, lui, il aurait voulu cash in le Gift to the Hell. Il a essayé plusieurs fois. Mais Walton a dit non. Walton, qui était le supposé peacekeeper entre Def et Four Horsemen finalement, a complètement retenu Sokolov, l'a complètement empêché d'atteindre ce qu'il voulait le plus. Et c'est assez que Sokolov a décidé de le cacher. Il a décidé de ne pas écouter Walton. Sokolov, au show anniversaire, profite du coup que Walton est déjà un match. Sokolov est libéré. Sokolov va aller cash in sur la gueule de Davis. Mais ça marchera pas. Sokolov se fait fail son cash-in. Et là, tout s'écroule pour Sokolov qui voit sa chance d'être enfin champion mondial complètement évaporée. Et la plaie va rester ouverte et la plaie va piquer très fort quand Jack Walton reprend le titre Gift to the Hell juste derrière. Il va complètement niquer Sokolov parce qu'à la seconde où Tom Davis n'avait plus le titre, Walton il fait quoi? Il débarque, il prend le titre Gift to the Hell, il cache sur les rentes et Walton est champion du monde. Je peux vous dire que Sokolov l'a senti passer celle-là. Et dès que Walton a pris le titre, l'un des premiers à être monté au créneau, c'est Sokolov, qui clairement en veut à Walton, compréhensible. Et puis il faut se racheter aussi. Parce que l'un des prétextes pour lesquels il n'a pas eu d'aide, c'est aussi parce que c'est un cavalier, il a envoyé Sam Holosto. Eh oui. Et donc du coup maintenant Sokolov, avec une cible en tête, Walton. Première chance, Davis Chamber. Ça passera pas pour Sokolov. Deuxième chance, le Rumble. Ça passera pas pour Sokolov. Son esprit était occupé par Wayne à ce moment-là. Et là, on s'est dit que Sokolov avait, tant pis, laissé tomber. On semblait se diriger vers Wayne. Il a décidé de complètement reprendre son destin en main. Et il a dit, nique-toi Walton. Et il a fait ce que finalement, personne, très peu de gens osent faire. Il est allé attaquer Walton. Walton, c'est pas un champion que tu vas attaquer. Walton, c'est un champion, tu vas le confronter. Tu vas le citer, tu vas essayer d'attirer son attention. Walton, normalement, tu ne l'attaques pas. Sokolov, il l'a fait. Et ça a marché. Parce que aujourd'hui, Sokolov, il a son match. Il a son putain de rematch pour le titre mondial. Et c'est contre l'homme qu'il a un peu lancé, mais surtout beaucoup retenu. Sokolov Jack Walton, je vais te le dire, moi j'ai très hâte. Et du coup, il a gagné son opportunité dans un match contre Fergal. Il y a un détail, par contre, qui est capital, à savoir, Sokolov, c'est le papy de la Fédé. Oui. Sokolov, on le sait, c'est la retraite pour très peu de temps. Il l'a déjà dit lui-même. C'est ce qui, pour moi, tue un peu le suspense dans l'œuf. C'est parce que, on le dit, la PW n'arrive pas à renouveler son main event. Et là, on nous met en challenger, c'est Papy qui va bientôt à la retraite. C'est pour ça que moi, j'y crois pas. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est clairement c'est le last ride. C'est le dernier passage avant de s'en aller et de laisser la place à... En plus, on connaît déjà le nom de son remplaçant. Mais pour moi, c'est vraiment le dernier coup avant de partir. Et pour moi, ça sera ce match contre Walton.
Et je vois pas la PW refaire 3 fois de suite le même coup. C'est le gentil contre le méchant. Le gentil gagne, mais il se fait cash-in sur la gueule derrière. J'y crois pas. C'est pour ça que pour moi, Walton, c'est soit on va avoir un Florian ou un Sam qui va se ramener dans le match, probablement une fois que le match sera lancé. Soit on va avoir un Lewis qui va se ramener après que Walton ait gagné. Mais voilà, ça c'est mon prono. Je vois aucun monde où ça conserve. Mais c'est un peu un paradoxe, quoi, parce que Papy de la Fédération, finalement, pas là depuis si longtemps. Non, pas là depuis si longtemps, mais il est juste arrivé Mais très voilà, tard. Hein. c'est ça. Trop tard. Et ça me ferait chier parce que je trouve que l'histoire serait super belle qu'il gagne. Ce serait vraiment... Ouais, c'est écrit pour que Sokolov gagne. Mais Sokolov, c'est pas le bon casting. C'est écrit pour que Sokolov gagne, mais Sokolov veut partir. Donc... C'est pour ça que mon cœur balance très fort. Je suis d'accord sur le fait que Walton ressort pas. Pour moi, un cash-in, c'est évident si Walton gagne. Ça n'arrivera pas si Sokolov gagne. C'est exactement ce que je voulais te dire quand tu me parlais au début du pronostic de cash-in juste après le match. 3 fois d'affilée, c'est trop. Vous avez un match pour le titre mondial, mais en fait, c'est un mec qui est pas dans le match qui ressort avec le titre à la fin du PPV. Davis l'a fait et Walton l'a fait. Surtout, ça crée des personnages qui, derrière... Ah, après, ça crée des Morganide, mais tu peux pas créer une Morganide avec Sokolov. Oui. C'est pour ça que je vais partir sur l'option peut-être la plus convenue, finalement. Une fois convenue pour une fois. Après un PPV ou après une année, on a rarement vu venir tout ce qui allait se passer. Honnêtement, pour moi, les deux main events, je les trouve vraiment pas... En fait... Le premier match, pour moi, il n'y a aucun suspense et c'est ça qui bute le match. Et le second match, le fait que Soko part à la retraite, que la retraite est pour très très bientôt, tout ça, bah moi, ça me bute un peu le suspense aussi. C'est décevant, mais pour moi, ce match-là, je l'attendais, celui-là. Ce match-là, il vraiment. est construit. Ce match-là, il est bien, il est construit. Je l'attendais très fort. Après, j'ai peut-être aussi moins enjoué parce qu'on est à plus de 2 heures de rec aussi. Oui, certes. Moi, je restais là-dessus. Moi, enfin, ça va se finir bien cette année. C'est Sokolov qui va reprendre le titre. Et la suite, on verra. Ça peut se finir bien avec Florian et Sam qui se remettent dans le match et qui cash in. Hein. Oui. Et qui battent Walton. Hein. Mais voilà, moi, je trouve que ça ferait très répétitif. Ok, les façons sont pas les mêmes. Mais ce 3e PPV en une saison, on nous fait une fin comme ça. Ouais, non, c'est... Pour ça que je pense que cette fois, on va rester sur les deux. Walton Sokolov, ouais, c'est une affiche qui peut être le main event Final Fantasy, sauf qu'on en rajoute. Ah, mais elle est cool. Hein. L'affiche est cool, c'est le contexte qui va pas. C'est la retraite de Sokolov à venir. En fait, l'affiche est cool 1 an trop tard. 2 ans trop tard. Ouais, je suis désolé, ça fait pessimiste. Et pourtant, concrètement, j'espère que vous avez bien compris qu'on est très enthousiastes pour énormément de matchs. Oui. Mais même moi... C'est rare que je sois autant enthousiasme pour autant de matchs à la PW. Pour moi, t'as toujours un Sucky, t'as toujours un Sucker, pardon. Enfin, t'as toujours un match de merde où je me dis, putain, celui-là, j'ai pas envie de le voir. Est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à la fin du marathon? Ouais, on arrive à la fin du marathon. 2 heures. Il y avait beaucoup de choses à dire. On a essayé de rentrer dans les détails sur certains matchs. Pour d'autres, on n'a pas réussi. 17 matchs. J'espère que vous nous pardonnerez d'être passé rapidement sur certains matchs. En tout cas, merci. Parce qu'on arrive au bout. Il n'y a pas de quoi. Si vous... Oui, merci à toi déjà, Cell. Ah, c'était pas pour moi. Ceux qui nous ont écoutés pendant 2 heures, vous avez la foi quand même. Ouais. Merci. Je sais, plaisir. N'hésitez pas à revenir sur 46 000 techs et à nous dire à quel point on est complètement con ou à la rue. On attend que ça, on vous attend en fait. Avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de bonnes choses à dire. J'espère qu'à la sortie de Final Warfare, on sera pareil. Ah ouais, des grands sourires. Bah, sachez-le, on est hype. Sourire. Là, on est sûrement fatigué, mais on est hype. Moi, je suis hype. Ah oui. Moi, je suis hype de fou. Hein. On dit au revoir. Et merci pour toute cette saison finalement. Parce que quand on va se retrouver, on sera dans la saison 2026-27. Je te dis à la prochaine pour la review. Allez, tchuss.